Bonjour, donc je suis Thierry Parmentelage de l'INRIAD Sophie Antipolis. Je viens vous parler d'une expérience de MOOC que nous avons donnée avec un de mes collègues, Arnaud Legout. Donc le sujet c'était Python. Je précise d'abord que nous sommes des chercheurs et pas des enseignants, donc on a fait ça complètement en dehors de notre activité habituelle. Surtout parce qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer le niveau moyen. Donc essayer de donner à notre public, c'était au départ... d'abord, je vous donne le site sur lequel ça tourne, c'est Fun, qui est France Université Numérique. Funmook.fr, donc si vous cherchez Python, vous allez en trouver un certain nombre, mais c'est celui-là qu'il faut regarder. Donc notre origine, l'objectif pour lequel on s'était donné, c'était d'améliorer le niveau moyen des gens qu'on voit arriver dans nos laboratoires pour qu'ils aient une meilleure fluidité, on va dire. Et on a choisi de le faire en français, surtout pour des raisons, on va dire, de marketing, parce que des MOOC en anglais, il y en a des zillions. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment un manque aujourd'hui. Même si, effectivement, quand on programme, on passe son temps à écrire de l'anglais, mais en même temps, il y a plein de gens qui sont bloqués par ces trucs-là. Donc notre cible principale, c'était au départ Bac+2. On s'est dit, c'est à peu près ça, Bac+2. On ne savait pas très bien. En fait, vous allez voir, ce n'est pas tout à fait ça les gens qu'on a touchés. On a essayé de viser on ne s'est pas donné l'objectif de former des gens qui étaient partaient de rien du tout. On s'est dit on va prendre des gens qui ont un tout petit peu d'exposition à la programmation, mais en faisant le minimum d'hypothèses malgré tout. Donc notre objectif, c'était pas de former des informaticiens, c'était vraiment de donner Python comme un outil pour faire à peu près tout ce qu'on veut, pas vraiment de data. On n'est pas des chercheurs du data, on est des chercheurs du réseau, donc on n'est pas du tout dans une optique faire des grosses calculs statistiques. Pas notre métier, on n'est pas spécialement compétent. On essayait quand même de couvrir tout le spectre du langage. Donc on a fait aujourd'hui 3 sessions, la première en 2014. On a aujourd'hui un total de 33 000 inscrits quand même. Et au départ on l'a fait pour Python 2, on s'en regrette un petit peu d'avoir fait ce choix-là en 2014, mais enfin c'est comme ça. Donc on est en train de le réécrire aujourd'hui pour l'adapter à Python 3. On va garder une grosse partie du cursus, mais on va en profiter pour essayer de le réorganiser, d'améliorer la fluidité de la présentation. Donc s'il y a parmi vous des gens qui ont été exposés à la première version et qui ont des idées pour améliorer pour la deuxième, je suis preneur. Voilà un petit peu les chiffres qui ont été publiés par Fun, qui a fait un recensement au début de cette année pour classer ces MOOC. Donc vous voyez, en tout, il y a quand même 270 MOOC. Donc vous voyez, ça couvre un éventail extrêmement vaste. Pardon. Et en nombre d'inscrits, nous étions numéro 7, sachant que les MOOC anglo-saxons peuvent aller jusqu'à 100 000 inscrits dans une session. On n'est vraiment pas là, nous, encore en France. Mais bon, on a quand même un impact. Alors, pour donner je vais aller très très vite sur les statistiques, si vous voulez qu'on en discute après dans la table ronde. Je pense un certain nombre de chiffres qui peuvent être intéressants sur l'âge, le sexe, la formation. Mais je vais m'attarder un tout petit peu sur ça, le niveau d'études. Donc, je vous dis, on visait Bac+2. En fait, on a plus de la moitié des gens qui sont Bac+5, Bac+8. On a vraiment plutôt attiré des gens qui étaient déjà pratiquement en situation de travailler. Donc on a plein de... Voilà, si ça vous intéresse pour la table ronde, je pourrais vous donner des informations plus précises aussi sur la géographie. Ce que je voulais vous montrer plus tôt, parce que j'ai un temps quand même très court. Ça va, d'accord. Bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a eu la chance d'avoir des gros joueurs, l'UPMC centrale, qui nous attirent tous les ans une grosse cohorte d'élèves. Donc, le deal qu'on a avec eux, c'est les élèves s'inscrivent sur le MOOC et c'est l'UPMC centrale qui font ensuite les examens. Parce que notre problème, c'est
Enfin, notre problème. On n'a pas voulu aller jusqu'à quelque chose de certifiant. Vous pouvez imaginer avoir dans certaines plateformes, vous pouvez acheter un certificat qui vaut vraiment presque quelque chose de diplômant. Nous, c'est pas notre optique. Nous, on est dans un système quand même best effort. Quand on fait des corrections d'exercice, si les gens veulent tricher, c'est pas très dur. On part du principe que c'est une relation de bonne foi qu'on a avec les gens. Donc on n'est pas en mesure de dire à Centrale, le papier qu'on délivrera à la fin, ça vaut quelque chose. Donc il vaut mieux qu'eux, ils fassent les examens. Mais ils sont très contents de pouvoir profiter d'un cours déjà tout fait. Ça leur évite, ça évite du travail, simplement. On a aussi quelques programmes de master qui ont fait la même chose, mais du coup, pour nous, ça représente quand même beaucoup moins d'inscriptions. Bon, alors, la première version, donc celle qui faisait Python 2, est finie par faire 7 semaines. Alors, pour vous donner la réalité, la façon dont ça se passe, quand vous faites un truc comme ça, vous vous inscrivez, vous décidez de le faire. À un moment, il faut s'inscrire sur la plateforme. Donc, vous écrivez des tas de papiers. Vous allez dire, on vous demande, ça dure combien de temps? Ben, mon père, vous ne savez pas encore. On va faire quelque chose qui doit faire à peu près 7 semaines. Puis on vous demande, c'est combien d'heures de travail par semaine? Bah, vous ne savez pas trop. Donc ça finit un peu au pif. Et puis c'est seulement au bout de 3 fois qu'on a vraiment les chiffres, quoi. Donc ce qu'on sait maintenant pour la deuxième session, c'est qu'on va devoir l'allonger un peu. Cette semaine, c'est beaucoup trop dense. On va faire quelque chose de plus long. On va essayer de viser plutôt 8 ou 9 semaines en l'entrecoupant, de façon à ce que ce soit plus facile à avaler pour la plupart des gens qui bossent et qui n'ont pas le temps de faire ça aussi fort. Donc notre contenu, c'est principalement des vidéos comme exercice imposé, mais on a aussi des quiz qu'on a principalement utilisés pour les attestations, pour pouvoir dire aux gens vous allez ou pas passer le cours. Mais en fait, le plus gros du signal, ça passe par l'intermédiaire de notebook, c'est-à-dire que la vidéo pour un sujet, elle fait dans les 7-8 minutes. Là aussi, c'est un format plus ou moins standard dans les MOOC. On considère qu'à partir de 8 minutes, les gens ils ont décroché. Donc on fait passer la plupart du signal au travers de notebook. Et enfin, un forum qui est très très actif, dans notre cas. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de faire des runs à date précise et non pas d'ouvrir un MOOC continu, parce qu'il y a des MOOC qui, d'ailleurs je crois que celui d'Olivier est dans ce cas-là. Donc nous on a choisi de faire quelque chose de synchrone pour la raison que les étudiants ont beaucoup d'échanges entre eux. Donc au départ, on se disait ça va quand même être un peu compliqué, il y a 10 000 personnes en ligne, machin. Bon, d'abord, je ne l'ai pas encore dit, mais on constate une certaine dilution dans le temps, c'est-à-dire que vous avez 10 000 inscrits, il y en a 5 000 qui viennent, au bout de certains temps, ça descend, quand vous arrivez à faire 15% des inscrits, c'est déjà énorme, 15% des inscrits qui finissent le cours, on considère dans le monde des MOOC que c'est un très gros succès. Bon, mais néanmoins, il reste quand même à la fin de la journée des milliers de gens. Donc c'est quand même intéressant. Donc notre idée au départ, c'était de se dire le forum, ça va être compliqué. Et en fait, à l'usage, c'est pas du tout le cas parce que les gens se répondent entre eux. On a besoin d'intervenir que quand il y a des gens qui partent dans le décor. Les réponses sont fausses ou il y a des contresens, mais la plupart du temps, c'est pas nécessaire. Donc en termes de contenu de notre MOOC, c'est très très standard. On a un premier tronc commun qui fait le cœur du langage. Donc on fait bien sûr les types, les packages. On a une grosse session sur les itérables, les itérateurs. On a affaire à beaucoup de gens qui viennent des maths et de la prépa. Donc on voit en permanence for i, in range, de len, de trucs. Donc on dit non mais faites donc plutôt for x, in truc, ce serait quand même mieux. Donc ce genre de choses, on parle des itérateurs, des compréhensions, des exceptions, des générateurs, toutes ces choses. Bon, bref. On passe pas mal de temps sur
les objets fonctionnels, et le passage d'arguments, qui est quand même un morceau de bravoure. Bon, jusque-là, rien de bien compliqué. Et dans une deuxième partie, donc les 2 dernières semaines, il y a d'une part des mini-projets, donc on leur suggère trois gros tracks, on va dire, un plutôt orienté data, un plutôt orienté networking, un plutôt orienté système. Bon, les gens, en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est un support pour... c'est même pas du tout corrigé. Enfin, on leur donne les moyens de vérifier qu'ils ont bien fait, mais c'est pas... c'est vraiment... C'est très ouvert. Et puis, on en profite pour faire quelques sujets plus avancés. Donc, les générateurs, les décorateurs, les métaclasses. On s'est quand même réservé un peu aux gens qui veulent aller beaucoup plus loin. Alors, les trucs qu'on touche peu ou pas, surtout parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La librairie standard, bon, c'est énorme. Alors on leur touche de temps en temps à l'occasion, on leur montre des trucs, les collections, tout ce dont on peut avoir besoin au fur et à mesure du cours, mais il n'y a pas un sujet là-dessus parce que c'est trop. En fait, notre objectif, c'est plutôt de leur donner les moyens d'utiliser facilement les librairies qui existent. En ce qui concerne le benchmarking, profiling, debugging, c'est pareil, on en parle de temps en temps un tout petit peu, on leur dit, bon, si vous voulez en faire, il y a Timeit, si vous voulez faire du debugger, il y a PDB, mais bon, en plus, tout ça étant... S'agissant du debugger en particulier, c'est quand même très dépendant de l'IDE, et nous, on ne veut pas du tout toucher à ça, donc on en passe très peu. Dans la session 2, on ne faisait pas du tout de NumPy ni de Panda, on va le rajouter dans la session pour Python 3, parce que bon, c'est indispensable, d'accord. Et on ne teste pas du tout non plus le test. Alors, on utilise les notebooks. Donc au départ, on se demandait qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme système pour avoir quelque chose d'interactif, c'est-à-dire d'intégrer, éviter aux gens de passer d'un environnement à l'autre. Donc on voulait un truc dans le browser. Parce que j'ai personnellement souffert en tant qu'élève de MOOC d'un truc où il fallait passer du browser au PDF, au terminal pour soumettre son truc et revenir cycler dans ses arrêts. Et au bout de deux exercices, ben, j'ai arrêté le MOOC, c'était juste pas possible. Donc on veut un truc qui soit plus pratique que ça. Et on ne voulait pas que ça demande une installation locale non plus. Alors évidemment, on n'empêche pas aux gens d'installer Python, mais si quelqu'un veut suivre le MOOC sans juste rien faire du tout, il peut faire un peu de trucs. Et on voulait un truc qui soit extensible, on pourrait faire de la correction automatique, on pourrait faire de l'illustration automatique. Voilà, quand je dis illustration automatique, c'est quand on fait les références partagées, on aime bien faire des dessins, de listes qui se référencent les unes aux autres. Donc on a fait au début des PowerPoint complets de machin. Puis un jour, on a découvert Python Tutor, on s'est dit, ouais, on n'a plus besoin de s'emmerder à faire des PowerPoint. Bon, et donc, ce qu'on a fini par faire, c'est une intégration entre la plateforme Fun elle-même, qui donc supporte un certain nombre de visualisations, et le notebook. Donc, je vais vous faire une toute petite démo à la fin. Bon, principalement, on crée un iframe et on va balancer un notebook à l'intérieur. Donc voilà, attendez. Donc ça ressemble un petit peu à ça. La plateforme Fun, c'est tout ce que vous voyez autour, le contenu de la semaine qui est sur le côté gauche, le contenu du cours qui est organisé en semaine. Dans chaque semaine, vous avez des morceaux. Je vais recharger la page parce que ma session a expiré. Ah, bah oui, évidemment. Obligé. J'aurais dû me douter que ça ne pouvait pas marcher du premier coup. Bon. Mais ça va faire pareil, je présume. Bon. C'est intéressant. Bon, bah écoutez, donc le but du jeu, c'était de...
vais y arriver. Donc, la façon dont ça se présente, vous avez la plateforme Fun qui organise le cours en semaine, en morceaux. Et nous, ce qu'on a simplement fait, c'est la possibilité d'injecter un notebook directement comme un morceau de la plateforme. Et donc, la façon dont on l'a fait, ça repose sur une infrastructure séparée, qui n'est pas Fun, qui est une infrastructure qu'on fait tourner nous à l'INRIA, qui repose sur simplement le fait que Fun nous envoyait par l'intermédiaire de cet iframe une URL dans laquelle on va avoir la référence du notebook, la référence d'un étudiant. On crée à la volée des comptes Unix dans cette infrastructure. On crée les étudiants. On va créer un serveur de notebook par étudiant. Bon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on les fait tomber pour des raisons de scalabilité. Au bout d'un certain temps, on fait tomber les serveurs parce que sinon, on fait exploser notre infra. Et ensuite, à la volée, on va copier aussi ce qui constitue le master, c'est-à-dire le corpus de notebook du cours. On les copie pour chaque étudiant au fur et à mesure, de façon à ce qu'il ait sa copie locale. Il a la possibilité de revenir à la version du cours si jamais il a fini par tellement merdouiller qu'il veut revenir à la version du cours. Il peut aussi faire une copie en read-only de son notebook de façon à pouvoir publier une URL sur le forum, créer une discussion avec les autres étudiants. Et donc on a un petit système que j'aurais bien voulu vous montrer, mais qui fait de la correction automatique, alors dans une approche qui est très différente des cas visuels. Nous, ce qu'on veut faire, c'est juste donc le prof, il écrit il écrit bien sûr en français l'énoncé, il écrit la solution, mettons que ce soit une fonction ou une classe, il écrit la solution et il donne des entrées à cette fonction. Et on demande à l'étudiant d'écrire son code. Et ensuite, il a dans un tableau, que j'aurais voulu vous montrer, mais que je peux décrire comme ça, en gros, pour tel jeu de données, on attendait ça, vous avez eu ça, c'est rouge, c'est vert. Quand le tableau est entièrement vert, on considère que l'exercice est réglé. Alors, le seul regret que j'ai par rapport à ça, c'est qu'on aurait bien aimé se trouver dans une situation où on pourrait récupérer les résultats de cette évaluation d'exercice depuis l'infra de notebook, de retour dans l'infra de MOOC, on arrive, de façon à pouvoir utiliser ça pour l'évaluation des étudiants. Moi, j'en suis encore pas là, malheureusement. Peut-être pour la version suivante. Donc moi, j'ai une petite infra que j'ai bricolée dans mon coin. Enfin, pour être tout à fait précis, il y a eu une première version qui a été faite il y a 3 ans, en version, on va dire, vite et mal, mais qui a très très bien fait le job en 3 ans. Qui a vraiment besoin d'être mise à jour pour des tas de raisons. Donc, j'ai commencé à bricoler un truc qui fait ça en mélangeant du Nginx, du Django, du Docker. Bon, voilà, le genre de truc qu'on fait. Voilà, moi j'en ai fini pour le survol. Bonjour. Donc moi je vais vous parler d'un cours qui a été finalement conçu à peu près en même temps, puisque c'est en 2014 aussi que j'ai commencé, mais par contre qui est totalement différent dans l'approche, puisque là l'idée c'était de dire est-ce qu'on peut aider les profs de classe prépa à utiliser Python comme un outil scientifique. Et donc là je ne m'intéressais pas beaucoup au langage, mais je m'intéressais plutôt aux bibliothèques qui permettaient de résoudre des problèmes, qui permettaient de tracer des courbes, qui permettaient de manipuler des données. Donc quelque part c'est assez complémentaire comme cours. Et puis, c'est pas du tout la même histoire. Donc, à l'origine, l'informatique est arrivée dans les classes prépa, et on a dit aux profs de classe prépa, débrouillez-vous pour l'enseigner. S'il y en a qui connaissent les mathématiciens, en général, ils n'aiment pas trop l'informatique. Et il y en a beaucoup qui sont allergiques. Et donc là, c'était un peu un mode de panique dans les profs de classe prépa. Et on est entré en contact avec l'union des profs de classe prépa, de maths, avec qui on a dit, écoutez, si vous voulez, on peut vous donner un coup de main. Et c'était un mot malheureux parce qu'ils ont fait oh oui, oh oui, oh oui. Donc on a fait une première classe pour leur dire, on va vous faire un cours pour vous montrer à quoi ça ressemble. Puis une fois qu'on a fait la première classe, ils nous ont demandé une deuxième. Et puis après, on s'est dit que là, on était en train de mettre le doigt dans un engrenage dangereux parce qu'il y a quand même beaucoup de profs en France. Donc on a dit, on va faire un MOOC. Et puis comme ça, ils regarderont s'ils ont envie de le regarder et puis on va essayer de le faire. Alors, c'était une grande première pour nous.
on ne savait pas très bien ce que ça allait donner. Ça a été fait très rapidement, mais mine de rien, très rapidement, vous voyez que ça prend pas mal d'heures pour faire un cours qui n'était pas très très long. Donc il y a 3h30 de vidéo. Je n'ai aucune idée, tu sais combien tu as d'heures, toi 8 ou 9, oui, là, voilà. Donc on n'est pas du tout à la même échelle. Donc ça a dû te prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, depuis, on a fait d'autres MOOC. Donc là, le premier que j'ai fait, il y avait une équipe qui était derrière moi. Et ça, c'est drôlement pratique. J'ai pas fait de montage, j'ai pas fait l'organisation, je me suis pas occupé de la plateforme EDX. Ils ont tout monté tout seuls. J'ai même pas fait les quiz. C'est un collègue qui les a fait. J'ai eu le temps de me concentrer que sur la préparation. Il y a un gros travail de réorganisation. On n'enseigne pas de la même façon sur un MOOC et en présentiel. Et d'ailleurs, vous voyez en bas, là, j'ai marqué 2 heures de MOOC, on estime que c'est entre 10 et 15 heures de présentiel, parce que finalement, on est beaucoup plus direct, on est beaucoup plus précis dans ce qu'on dit, et puis on n'a pas besoin de se répéter, parce que la personne peut toujours revenir en arrière s'il veut réécouter quelque chose, contrairement à un cours présentiel où on répète plein de fois, on répond aux questions, donc on perd beaucoup de temps, mais ce n'est pas du tout le même type de présentation. Donc voilà, le MOOC, les technologies, c'est à peu près les mêmes que celles que Thierry a utilisées. Donc des vidéos, parce que c'est un peu obligatoire, en effet. C'est le principe de base. Des QCM, wiki, forum, et puis les plateformes qui étaient EDX pour toute la partie classique d'un MOOC. Et alors à l'époque, c'était ePython Notebook pour tout ce qui était la possibilité d'utiliser directement Python à travers le navigateur web. Et ça, c'est en effet quelque chose qui est très très important. Demander à quelqu'un d'installer quelque chose, c'est déjà un blocage énorme, surtout, j'allais dire surtout à des profs. Donc là, c'était pas sur Fun, c'était sur une plateforme qui s'appelle Unisix, qui fait partie du groupe auquel appartient Epita. Donc ils ont développé la plateforme, mais c'est exactement la même base sous-jacente, à savoir que c'est la plateforme EDX qui est derrière. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ce que je peux vous dire, vous le verrez, je n'ai pas fait une description de ce qu'il y a dans le cours, mais grosso modo, il y a un cours sur Python, et je vais super vite parce que... Alors là, par contre, je commence de zéro. C'est-à-dire que le premier cours, je dis, bah oui, Python, c'est une calculatrice, on peut taper 1 plus 1 et ça répond 2. Et pour des gens qui veulent l'utiliser en tant qu'outil scientifique, c'est intéressant parce qu'ils voient qu'ils peuvent faire des sinus, ils peuvent utiliser... Par exemple, tout de suite, je rentre sur les nombres imaginaires, donc je rentre sur des parties qui sont vraiment plus directes, comment on l'utilise. Et le côté programmation, c'est vraiment l'idée de dire, parfois vous allez avoir besoin d'écrire une fonction, je vous montre comment écrire une fonction. Mais c'est vraiment le but, c'est de résoudre vos problèmes de maths ou vos résoudre des problèmes de physique. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un cours comment il est suivi donc moi, c'est pas du tout un MOOC au sens massif, c'est vraiment confidentiel. Déjà, le public n'était pas massif à l'origine, il n'y a quand même pas des centaines de milliers de profs de classe prépa en maths. Bon, j'ai retrouvé des stats un petit peu regardant sur 3 ans. Le cours est ouvert tout le temps, c'est-à-dire que n'importe qui peut le commencer quand il veut et le finir quand il veut. Je l'ai fait comme ça parce que le public visé était un public qui est assez autonome et qui a envie de pouvoir travailler quand il veut et qui n'a pas envie de suivre des sessions. Ce n'était pas un public d'étudiants, c'est plutôt un public de profs. Et finalement, un peu le public que tu as dû retrouver à la fin, puisque tu montrais que tu avais des gens qui avaient des bac plus 5, bac plus 8. Ça a un avantage qui est qu'en effet, ils le font quand ils veulent. C'est un inconvénient qui fait qu'il n'y a aucun forum, il n'y a aucune activité, puisque chacun est de son côté, et que comme les gens ne sont pas du tout synchrones sur leurs problématiques, il n'y a pas de communication. Bon, en même temps, je vais avouer, ça m'arrangeait. Donc, bon, voilà. Donc ça, c'est pas les... J'ai pas récupéré des stats précises sur les inscrits, etc. J'ai plutôt regardé au niveau des vidéos, combien de fois les vidéos étaient regardées. Donc ça surestime un petit peu les échantillons, parce qu'on peut imaginer qu'il y a des gens qui ont regardé plusieurs fois les vidéos. Mais bon, ça donne un indicateur aussi. On trouve en effet le fait que ça baisse sur le nombre de personnes qui travaillent. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que le cours en ligne, c'était super pour faire du cours présentiel. C'est une sorte de détournement. C'est l'idée de dire que quand je veux apprendre quelque chose comme un langage de programmation à une classe complète, si je fais un cours magistral, il y en a une partie qui s'ennuie, parce qu'ils savent déjà pas mal de choses. Il y a une partie qui sont largués parce que je vais beaucoup trop vite. Et puis finalement, je touche que le public du milieu. Et donc, ce n'est pas satisfaisant.
Donc là, d'un seul coup, je me suis dit, mais maintenant que j'ai un MOOC, je pourrais très bien leur dire, ben, allez hop, vous vous mettez tous derrière une machine à suivre le MOOC, et puis moi, je passe d'élève en élève, et je m'assois à côté de l'élève, et je prends mon temps pour discuter, et pour lui dire, est-ce que tu as un problème, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et puis voir que celui qui va bien, ben, je n'ai pas besoin de m'occuper, il avance très vite, et celui qui ne va pas, eh ben, je peux m'arrêter 5 minutes à côté de lui pour lui expliquer, pour vraiment débloquer, et lui permettre de continuer. Donc ça, avec un truc comme ça, moi je trouve qu'on a un très très bel outil pour apprendre, et j'avoue que ça me calme énormément sur l'idée de faire des cours magistraux de programmation. Ça rentre par les mains la programmation aussi, il faut le tester en même temps qu'on l'écoute. Et si en même temps on a un support qui permet de revenir en arrière, réécouter, c'est quand même vachement intéressant. Alors évidemment, on est du Python, donc maintenant c'est Jupyter, c'est plus Python Notebook, mais j'ai pas trouvé meilleur outil que Jupyter pour écrire un cours, permettre aux gens d'éditer les cellules, de modifier leur contenu, et même pour les rendus des élèves, je leur demande aussi d'écrire, pas que le code, mais d'écrire des commentaires avant, après, et si c'est des mathématiques, d'écrire en LaTeX pour avoir des belles formules mathématiques qui sont mélangées avec le code après, et à la fin que l'élève finalement ait son propre cours, si je puis dire. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc la conclusion que j'ai sur le MOOC en lui-même, bon, c'était une belle expérience. C'était pas du tout un cours massif et comme je disais, il n'y a pas de communauté qui a été créée. Par contre, je trouve que le détournement que j'en ai fait m'a pas mal satisfait. J'ai trouvé des élèves nettement plus concentrés en classe, alors que dans un amphi, il y a quand même une bonne partie d'élèves qui ont leurs ordinateurs ouverts et qui font autre chose. Et puis une partie qui dort, on va dire. Donc ça, c'était pour moi vraiment le truc assez constructif. Aujourd'hui, je commence à réfléchir à refaire le cours, le MOOC en question. Alors il était aussi en 2.7, et à l'époque il y avait une bonne raison pour qu'il soit en 2.7, c'est que comme je l'ai dit, c'était un MOOC à destination du calcul scientifique, et donc il utilisait des bibliothèques. Et à l'époque, les bibliothèques étaient toutes en 2.7 encore. Donc je ne pouvais pas utiliser Python 3. Aujourd'hui, tout est basculé en Python 3, ça va, j'ai plus le problème. Donc je me suis mis à Python 3. En fait, entre le MOOC initial et aujourd'hui, j'ai fait des cours pour les élèves de l'EPITA et pour d'autres élèves d'autres écoles sur du Python. Et donc, j'ai développé la partie traitement des données avec Panda, qui est quand même un outil merveilleux pour traiter, en fait, gros modo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super tableur dans lequel vous pouvez mettre des données énormes en quantité, et puis après, extraire automatiquement. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que je fais plein d'exercices pour leur montrer qu'on peut faire. Par exemple, je prends la base, alors c'est pas très très gros ça, mais je prends tous les maires de France, de toutes les villes, et puis après, je leur dis, trouvez-moi toutes les femmes maires de villes de plus de 25 000 habitants qui ont moins de 40 ans. Et à partir de là, vous allez même carrément faire un histogramme pour comparer l'âge des maires hommes, femmes. Et d'ailleurs, j'ai constaté à l'époque que les femmes étaient en général plus jeunes que les hommes quand elles étaient mères. Puis après aussi de voir plein de statistiques pour lesquelles Python est très bien fait et pour lesquelles il y a plein d'outils graphiques, à travers aussi des bibliothèques je ne sais pas si vous voyez, mais bon, il y a Matplotlib qui est le truc de base, mais après vous avez Seaborn qui permet de faire des graphes statistiques, vous avez Bokeh qui permet de faire des graphes interactifs. Donc il y a beaucoup de bibliothèques à droite, à gauche, qui méritent d'être regardées parce qu'elles ont souvent un usage bien précis et à l'arrivée, on a un résultat intéressant. Donc aujourd'hui, je suis en train de reconstruire le cours. Je me pose des questions sur est-ce que j'ai besoin de la plateforme EDX ? Je ne sais plus trop, parce que finalement, les vidéos, je peux aussi les mettre dans le notebook. Donc on peut tout mettre dans le notebook. Est-ce que les QCM sont si intéressants que ça ? J'en suis pas non plus convaincu. Mais bon, et puis alors après, ce que je me dis par contre, c'est qu'en effet, pouvoir noter les élèves pour avoir des systèmes qui leur permettent de s'auto-évaluer, ben justement, Jupyter, il y a maintenant un NBGrader qui est dedans. J'ai commencé à le tester une fois, c'est quand même assez lourd à mettre en place, mais c'est assez efficace à l'arrivée, parce qu'on peut lui demander d'évaluer des choses assez compliquées, et en particulier, on peut écrire le code qui va permettre de valider le code de l'étudiant. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous offre des possibilités infinies. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Vous pouvez jeter un coup d'œil si vous voulez sur l'ensemble des feuilles Python que j'ai marquées en bas. C'est un vrai brouillon aujourd'hui. Il y a la moitié en anglais, la moitié en français. C'est vraiment ma feuille de travail sur laquelle j'essaye d'avancer. Et si vous avez des retours, j'en serais ravi. Si vous me dites que j'ai raté un truc ou que je devrais approfondir je ne sais trop quoi, je prends tout de suite. Voilà, je vous remercie.